Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startups tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Qu'est-ce que ces boîtes vont réussir à faire ? Est-ce qu'elles vont réussir, encore une fois, aujourd'hui, à se transformer ? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Et est-ce que les GAFAMI de demain, dans 10 ans, ce seront en fait non plus juste des experts du logiciel, mais avant tout des experts de l'IA ? Bonjour Thomas Solignac. Bonjour Jérôme. Vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Vous avez créé des sociétés qui utilisent l'IA, qui développent des solutions, notamment golem.ai. Et vous signez un livre tout récemment, L'intelligence artificielle pour les nuls, aux éditions First. Alors, c'est vraiment le bouquin qu'il faut lire pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, tout ça, si on est perdu dans les LLM, les Transformers, etc., etc. Avant d'en parler, Thomas, comment est-ce que vous voyez les dernières annonces dans ce domaine ? Parce que des annonces, il y en a tout le temps. On a l'impression que ça va à une vitesse phénoménale. Dernièrement, c'est donc OpenAI qui a dégainé des nouveautés, et puis Google. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on peut dire qu'on est rentré dans une guerre de l'IA, c'est officiel. Les camps sont en train de se positionner, chacun avec ses stratégies, ses armes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'ils vont tous au même endroit et que ChatGPT et OpenAI ont ouvert une tranchée dans laquelle tous les autres vont s'engouffrer. Et en fait, ils ont cette intelligence de prendre chacun des partis pris qui sont les leurs. Google avec une approche plutôt de l'écosystème, Apple avec une approche de la confidentialité. Et puis après, voilà, on a des acteurs un peu indépendants qui viennent arriver comme Anthropic avec une approche très ouverte, axée sur l'éthique, et puis Mistral qui effectivement répond à un besoin de souveraineté sur l'IA. Chacun en fait vient répondre à un besoin, une approche un peu différente de l'IA. Et en fait, on sent bien qu'on est dans un moment où il faut pas être derrière parce que ça va très mal se passer. Et on voit bien que les quelques boîtes qui, de ce point de vue-là, n'ont pas démontré leur puissance en bourse. On pense par exemple à Téléperformance, qui ont eu des communications sur l'IA et les développements technologiques qui étaient un peu faiblards. Ils l'ont payé en l'occurrence très cher. Et ça c'est un vrai risque. Et donc les boîtes aujourd'hui, elles ont une seule option, c'est soit de devenir leader en IA, soit ce seront des leaders de technologies du passé. Et ça c'est un vrai truc parce que ce sont des boîtes, en plus dans les tops des boîtes technologiques qu'on a aujourd'hui, sont des boîtes qui se sont créées par l'innovation et par une excellence technologique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est maintenant que ces boîtes sont énormes et qu'elles sont assises sur des cœurs métiers qui sont pas forcément l'IA, comme c'est le cas de tous, hein, Amazon, Facebook, Apple, etc. Qu'est-ce que ces boîtes vont réussir à faire ? Est-ce qu'elles vont réussir, encore une fois, aujourd'hui, à se transformer ? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Et est-ce que les GAFAMI de demain, dans 10 ans, ce seront en fait non plus juste des experts du logiciel, mais avant tout des experts de l'IA ? En tout cas, c'est assez possible. Sur les dernières annonces, alors on en a pris plein les yeux, OpenAI avec son système conversationnel qui fait qu'on a l'impression de parler vraiment à quelqu'un, avec cette voix, cette présence hyper réaliste. Google aussi qui met de l'IA partout et on va pouvoir faire reconnaître des choses par son smartphone avec la caméra, etc. Est-ce que c'est vraiment des avancées spectaculaires ou c'est un peu de la frime ? D'après vous, c'est quoi ? Il y a toujours un peu de frime, mais oui, on est en train de vivre en ce moment des avancées qui sont très importantes. La multimodalité, c'est comme ça qu'on appelle effectivement le fait de pouvoir mélanger de l'interaction qui passe par du texte, par de la vidéo, par de la voix, de l'image, etc., voire même avec des fichiers ou des sites web. Cette multimodalité-là, elle est en train de se développer. Elle est hyper importante tout simplement parce que le monde est souvent multimodal. C'est-à-dire que c'est rare que dans un processus de travail ou de création, on ait accès qu'à une dimension à la fois. Et donc oui, c'est hyper important. Et
par exemple, une des évolutions récentes les plus importantes pour moi, et qui est pourtant pas si multimodale que ça, c'est Sora. Sora, c'est la proposition d'OpenAI de générer de la vidéo automatiquement avec du texte. C'est impressionnant, c'est beau, on se dit c'est incroyable, on l'avait déjà vu sur des images, donc on se dit ok, sur de la vidéo c'est possible. Mais en fait, le bouleversement sur la vidéo est bien plus grand que sur celui de l'image. Parce que là, on a toute une industrie de production d'images qui est extrêmement coûteuse à tous les niveaux, que ce soit sur de la production de dessins animés, de films, d'effets spéciaux, etc., de documentaires, de publicité, qui est une industrie monstrueuse. Et la possibilité qu'à un moment donné, on fasse des vidéos avec la même simplicité avec laquelle on fabrique des images aujourd'hui, avec DALL-E ou avec Midjourney par exemple, c'est un renversement cataclysmique pour une industrie de premier plan. Alors vous travaillez, je le disais, depuis longtemps dans l'IA. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes sur quoi? Vous aviez lancé cette société qui s'appelle Golem. Rappelez-nous un peu quelle est la particularité. Golem.ai, c'est une société que j'ai créée autour d'une technologie qui est une alternative à toutes les approches deep learning du marché. Donc c'est une technologie qui produit très peu de CO2, qui est complètement transparente et qui n'a pas besoin de données pour fonctionner. Voilà, donc ça c'était la petite révolution à cet endroit-là qui est importante, mais qui nous a permis d'avoir comme client principal la banque, l'assurance, la défense, qui sont en fait des domaines qui sont en grande difficulté sur des approches IA qui sont un peu trop douteuses, un peu trop hallucinantes ou pas assez contrôlées. Voilà, et en plus, effectivement, c'est une technologie française et souveraine, ce qui permet d'aller au bout de cette proposition-là. Voilà. Et depuis 2 ans, j'accompagne des boîtes, principalement des PME et des ETI, dans leur transformation digitale par l'IA, avec 2 grands axes. Le premier, c'est la performance opérationnelle, c'est-à-dire se servir de l'IA pour tout simplement gagner en efficacité. Donc, on a des processus métiers qui gagnent en efficacité, mais aussi en qualité de vie au travail. On bosse différemment, on utilise des logiciels de l'IA pour penser le monde différemment. Et la deuxième partie qui est hyper intéressante, c'est la disruption. C'est-à-dire qu'on cherche les endroits où les marchés vont se transformer. Donc, on rencontre des boîtes et on les aide à se projeter sur à quoi mon marché va ressembler dans 10 ans, dans un monde qui est AI first, à quoi je vais encore servir et surtout quelle va être ma place. Et en fait, on observe des transformations radicales des marchés en ce moment qui sont extrêmement intéressantes. La transformation la plus typique, ce sont des entreprises qui vendaient jusque-là du jour homme et qui se mettent à vendre de l'abonnement logiciel ou en tout cas du jour homme qui est extrêmement équipé. Voilà, donc cette transformation-là, elle est en train de se faire et ça disrupte l'économie puisqu'une boîte qui vend du jour homme et une boîte qui vend de l'abonnement en logiciel, c'est plus du tout la même structure. Et ça, c'est hyper important de s'y projeter maintenant, de dire voilà, globalement, les boîtes qui sont en train de passer à l'IA, quels vont être leurs modèles économiques de demain, où va se recentrer la valeur perçue, comment le modèle économique, la valeur perçue autant dans les produits que dans les services va changer du point de vue du client. Ça, c'est très important pour rester en maîtrise, je dirais, de son entreprise et de son futur. Et vous dites Golem donc fait de l'IA propre entre guillemets ou éthique, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais avec peu de données, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire de l'IA avec peu de données? Ça fait 15 ans 20 ans même maintenant qu'on fait beaucoup de deep learning. Et le deep learning, c'est aussi un effet de mode, c'est-à-dire que c'est une technologie qui repose fondamentalement sur de la puissance de calcul absolument massive et en même temps sur de la donnée en très grande quantité. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas absolument c'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de faire ça, mais il faut développer des approches techniques qui sont pas très à la mode en ce moment, ou en tout cas on n'a pas beaucoup de compétences sur le marché pour les faire. La bonne nouvelle, c'est que ça existe, ce qu'on appelle de l'IA symbolique. C'est une des 2 grandes approches de l'IA. En gros, il y a le deep learning d'un côté, il y a l'IA symbolique de l'autre, pour le faire assez simple. Et l'IA symbolique, c'est toutes les formes d'IA qui sont plus stables, plus je dirais plus prédictibles, plus logiques. Et en fait, on s'en sert partout. La plupart des métiers ont ce qu'on appelle des représentations des connaissances ou des représentations logiques de leur savoir-faire. Et voilà. Et en fait, ce type d'intelligence artificielle, ça existe aussi, c'est juste beaucoup moins visible. Mais heureusement qu'on en a, parce que sinon, on n'aurait que des systèmes d'IA statistiques. Et évidemment que dans les avions, par exemple, dans les centrales nucléaires, tous les systèmes à risque, etc., on a plein de formes d'IA différentes qui vont remplir des besoins différents. Et là, ça fait 1 ou 2 ans que les acteurs de l'IA comme Yann LeCun, etc., qui étaient historiquement extrêmement deep learning pour avoir inventé le système, commencent à dire, OK, peut-être qu'on est dans un cul-de-sac vis-à-vis de ça, qu'il va falloir réinventer un peu ces technologies-là. Et effectivement, les technologies comme Golem ou des approches hybrides, c'est des solutions pour l'avenir à plein de titres, dont l'explicabilité, la transparence, l'éthique, effectivement. Alors, votre livre, donc l'intelligence artificielle pour les nuls en 50 notions clés, qu'est-ce que vous essayez d'expliquer à travers tout ça? Est-ce que vraiment l'intelligence artificielle, c'est accessible au grand public aujourd'hui?
Ça commence à l'être et je pense que c'est une nécessité. On est un peu comme l'email ou Internet il y a 25 ans. On est sur ce même enjeu. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce livre, c'est que et ça m'a frappé que la première fois que je l'ai vu en rayon, c'est que j'ai vu ce petit livre rouge et j'ai regardé tous les livres autour. Et en fait, c'est le seul livre aujourd'hui globalement sur l'IA qui n'est pas un pamphlet. C'est-à-dire dedans, il n'y a pas d'idéologie, il y a assez peu de volonté de convaincre d'un truc ou de l'autre. Il y a plutôt au contraire la volonté d'équiper les personnes qui le lisent sur leur propre capacité personnelle à décider de ce qui est bien ou pas. Et ça, c'est assez original. Et en ça, c'est un livre qui se distingue par sa approche pédagogique, c'est-à-dire qu'il se veut accessible, effectivement, et sans bagage technique d'aucune manière. Pour ça qu'il est écrit en français. Il est écrit en français, je dirais même simple. Il est quelque chose qui est proche de Wikipédia, peut-être plus léger que Wikipédia, mais voilà, on est sur ce niveau-là d'approche. Et en retirant tout ce qui est pas utile. C'est-à-dire que toute la technicité, tout le détail, etc. est retiré. Par contre, il y a une prise de soin qui a été faite sur le fait de parler des impacts sociétaux, des impacts philosophiques, moraux, éthiques. Et donc, à chaque fois qu'on boucle une notion, en fait, on comprend non seulement ce qu'elle implique, mais aussi en quoi elle est importante. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas juste de technique, on parle aussi, par exemple, de singularité, c'est-à-dire l'idée qu'un jour les IA puissent atteindre un niveau dans lequel elles pourraient se rebeller. Voilà, est-ce que ça fait sens ou pas? On parle aussi de l'IA et de l'art, de l'IA et de son impact sur le médical. On parle, par exemple, aussi des grandes familles d'IA technologiques. Enfin voilà, on essaie de faire un espèce de tour complet et en 50 notions, en fait, on couvre un très gros morceau des sujets qui aujourd'hui nous occupent en termes d'IA. Voilà, donc c'est pour ça que vous passez en revue, je le disais, LLM, machine learning, deep learning, apprentissage par renforcement, etc., etc. Mais on parle aussi de science-fiction, de singularité, vous l'avez dit, etc. Dernière question, comment est-ce que vous voyez, Thomas Solignac, l'espèce de ligne de fracture aujourd'hui entre les joyeux et les inquiets, pour faire court? D'un côté, il y a Lequin, vous l'avez cité, qui dit mais tout va bien se passer, etc. Et puis de l'autre côté, les inquiets. J'ai interviewé récemment Yoshua Bengio, qui a travaillé pourtant avec Yann Lequin sur le deep learning et qui lui aujourd'hui dit attention, on ne sait pas où on va. Vraiment, ça peut être très très grave pour l'avenir de l'humanité. Vous êtes où là-dedans? Moi, je suis du côté de l'action. C'est la différence entre la prospective et l'acteur là-dessus. Je pense en fait, on est dans le moment où on choisit. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes, surtout quand on n'est pas dedans, ou qu'au contraire, on puisse être optimiste. Les deux positions s'entendent, puisque comme à chaque fois sur ce genre d'objet, on observe les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a le pire et le meilleur qui arrivent sur chaque nouveauté technologique. C'est la même histoire. Il y a le pire et le meilleur en même temps, au même moment, au même endroit. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de décider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demain travailler? Est-ce que pour compenser le fait qu'on aura moins besoin de travailler, ou en tout cas que la productivité va augmenter drastiquement, est-ce qu'on va choisir de réinvestir massivement dans la recherche? Est-ce qu'on va choisir d'investir massivement dans de la surconsommation? Est-ce qu'on va changer de téléphone tous les 6 mois? Est-ce qu'on va diminuer le temps de travail moyen? Est-ce qu'on va travailler sur du revenu universel? Ces questions-là, elles sont importantes en fait. La question du revenu universel, etc., ou de la question de la croissance ou pas, etc., c'est des vraies questions intéressantes parce que de plus en plus, on va être de moins en moins limité par la force de frappe pure dans le travail. Et alors c'est une bonne nouvelle parce qu'on va enfin avoir des nouvelles ressources pour traiter les problématiques de santé mentale, d'inclusion, de compétition économique au niveau international qui devient intenable avec des pays qui polluent incroyablement. Enfin, tous ces sujets-là qui sont très difficiles. Et puis effectivement la question écologique qui en elle-même est pas facile à gérer. Et encore, on est au niveau occidental, on est plutôt des très bons élèves là-dessus. Mais il n'empêche que d'autres pays ont besoin aujourd'hui de passer ça. La Chine a absolument besoin de passer un cap là-dessus. C'est une catastrophe aujourd'hui en termes de pourcentage d'émissions. Et en fait, il faut trouver de nouvelles solutions à ça. Il faut pouvoir réécrire un peu l'équation économique. Le risque, je pense que la seule position que j'admettrai pas, c'est de croire qu'on n'a pas le choix. Objectivement, on a le choix. On est en train de dessiner ça, et donc il faut voir ce qu'on en fait. Mais effectivement, on est factuellement sur des nouveaux possibles en termes de technologie, sur des nouveaux savoir-faire, des nouvelles possibilités en termes d'organisation du travail, en termes de qualité de vie au travail, de manière de penser le monde, d'interagir avec les clients, etc. Et donc, c'est un nouveau monde qui s'organise. Et on est dans le moment où il faut le concevoir. Je comprends que certains s'inquiètent, mais il faut surtout se mettre en position d'acteur. Là, vraiment, on est en train de le choisir, et j'insiste, c'est le rôle des managers, c'est le rôle des dirigeants, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle, en fait, de chaque personne, de chaque citoyen aussi, de se dire qu'est-ce que je veux, moi, pour mon monde d'après, dans un monde où, en fait, les capacités technologiques sont 10 fois supérieures à celles qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Thomas Solignac, entrepreneur du numérique, et notamment dans l'IA, et auteur de ce livre, L'intelligence artificielle pour les nuls.